j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. T'étais en tournage juste avant ? Ouais, c'est des vidéos. Pour toi ou pour le Whoop ? Non, c'était pour une pote, Juliette, c'était sur le self-défense. Ok. Ouais, et un prof il nous a montré, genre, en fait à la base c'est plus des cours pour les meufs. Ouais. Mais du coup, non, on était deux mecs. Des mecs, il nous a appris des techniques de défense efficaces. Contre les meufs du coup ? Ah pour nous apprendre à agresser les meufs. Non, c'était... Ouais, non, il nous a montré tous les mouvements. Enfin, il fait du... Comment ça s'appelle du Krav Maga. Oula, ok. Et très dangereux. du système A. Okay. Le truc des Russes. Ah ouf, putain, je connais très même pas. Très dangereux. Genre, du coup, genre, tu vois les vidéos où tu vois les mecs désarmer des trucs. Ouais. Je me suis toujours dit, ouais, j'avoue, c'est impressionnant. Mais c'est parce que c'est un binôme, ils sont complices. Et il me l'a fait en live, je le braquais comme ça. Ok. Et il me fait, tu vois, t'es là, tu dois te concentrer. Il me parle et il me fait, je t'attaque. Et j'avais plus l'arme dans les mains. J'ai fait, non, c'est en vrai. Genre. C'est chaud ? Ouais, genre après, il a arrêté son poing devant moi. Ok. J'ai fait en vrai de vrai. Genre un mec qui maîtrise le truc. Il peut te désarmer un mec et te le mettre KO normal. Et là, tu sais le faire maintenant ou il faut là, quand même... non, c'est mort. Ça se voit que... non, franchement, ça se voit que pour me gérer ça, il faut des années d'entraînement. Genre, lui, il maîtrisait. Mais il a dit surtout... Il fait, ouais, je vous montre ça, mais dans la vraie vie, donnez tout ce que vous avez. Et point. Fin du game. Ouais, ok. Ok, donc petite vidéo de self-défense. Et du coup, avant de commencer... Enfin, j'ai plein de questions sur les courts-métrages que t'avais et tout. Mais avant, il y a une question que j'ai pas réussi à résoudre. C'est quoi Team Carp ? Ah, Team Carp, ça vient ça vient d'un concept qu'on a lancé avec le Whoop. Là, ça commence ça fait quelques années, ça vient de Punta Cana. Ok. C'est un concept qu'on avait, en fait, c'était on a eu l'occasion de partir en République dominicaine. À la base, ça devait être des simples vacances, mais quand Youssoupha il a vu le décor, il a dit c'est impossible qu'on parte là-bas sans faire une vidéo, donc il a pensé à un concept de Punta Cana, et en fait l'idée c'était d'envoyer 7 racailles dans une villa et tout en mode télé-réalité, sauf qu'une fois là-bas, les gens, on annonçait au 7 Kaira que parmi eux il y avait une personne qui était pas une Kaira. et les gars devaient deviner c'était qui était pas la Kaira et tout, et dedans Youss il vient me voir, il fait ouais, toi tu jouerais le personnage d'un mec qui aime les poissons, les carpes, et genre au moment où il m'a dit cette idée, ça m'a, genre il me fait un geste et tout, ouais, une carpe et tout, genre il kiffe, il est à fond dedans, et au moment où il fait ce geste et tout, et ça me parle tellement. Genre le personnage il me parle tellement, non, c'est pas comme ça qu'il ferait une carpe. Une carpe ce serait comme ça. Et genre je sais pas, et je suis parti dans le truc à fond. J'ai commencé à regarder, je suis parti sur Wikipédia. Je commençais à me mettre à fond dedans, et du coup ouais, on tourne le concept, on le balance pendant à la rentrée, et ouais, on avait la tournée en même temps. Un jour, je monte, on a une date, et avant de monter sur scène et tout, genre, je sais plus c'est qui m'a annoncé avant, mais je monte sur scène et j'entends la carpe. Et les gens ont accroché de ouf au perso et tout, ils ont surkiffé, et depuis ça me colle. Et après, j'avais deux solutions: dire non, arrêtez de m'appeler la carpe, ou alors accepter le truc. Okay. Et c'est devenu mon pseudo, et du coup, le Team Carp, j'ai développé toute une philosophie du monde des carpes. Où alors, 2-3 points de la philosophie du monde des carpes. La violence, on n'en veut pas dans notre monde, vous nous laissez tranquille. Okay. Genre, non, c'est un truc où en fait c'est vraiment un délire, avec le Team Carp, c'est genre venez, on s'accepte comme on est, avec nos délires, avec nos trucs, on s'en fout, on est tous bizarres, et dans ce monde là t'as le droit d'être comme tu veux, et on s'en fout. Et c'est ça en gros le Team Carp, et les gens qui suivent la philosophie, ouais, c'est en mode venez, on est bienveillants et délirant entre nous, et puis on s'en fout du... Eh bah écoute, compte-moi dans ta team. Alors, ouais, bienvenue, me voilà on est Carp. un grand club. Il n'y a pas de cérémonie. Ouais, non, t'es une carpe. Il y a des gens, ils me font comment je fais pour devenir une carpe? Ben, tu dis juste, je suis une carpe. Ah ouais, ça suffit. Ok, bah voilà, je suis une carpe. Ok, et je suis content bienvenue. De ça. Bah, merci Jérémy, putain, c'est cool. Merci en vrai d'avoir accepté de venir et tout. Genre, il y a un truc, avant de parler du Whoop, etc. et de la scène, moi, c'était court-métrage que t'as lancé récemment, moi, qui m'ont interpellé au début. Parce que, bah, je sais pas si tu savais, mais pendant 2 ans, j'ai été responsable d'un festival de court-métrage à Lille. Ah non, de la sélection, en fait, j'étais responsable de la sélection officielle, et j'ai vu genre 2500 courts-métrages en 2 ans. Ah ouais, t'es un vrai. Enfin, j'ai fait que ça, quoi. Genre, c'était à Lille, c'est un beau festival. On avait David Yates en parrain, le réalisateur des Harry Potter et tout. Enfin, c'était assez cool, quoi.
Et en fait, quand j'ai vu tes courts-métrages du Joker et des frères, genre, pour moi, c'est deux courts-métrages qui auraient été dans une sélection officielle de. Mais j'ai trouvé ça étonnant de ta part de choisir par contre le format court-métrage qui est un format un peu désuet maintenant aujourd'hui. Et comment ça se fait que t'es parti vers le court-métrage déjà? Bah en fait, déjà avec moi, genre. Enfin, moi j'ai commencé par la scène. Ouais. Et franchement, j'étais à des années-lumière de me dire un jour que j'irais sur la plateforme YouTube et que je ferais des vidéos. Même si c'est un truc, faire des vidéos, genre j'ai commencé avant la scène, genre on m'avait passé un caméscope. Et déjà t'as passé la caméscope, donc ouais, c'est déjà longtemps. Les cassettes mini DV et tout. Et j'ai commencé à faire des vidéos avec. Je faisais des podcasts déjà. Ouais. Mais sauf que comme j'avais pas d'argent, j'avais pas d'ordi et j'avais pas internet. Ok. Donc j'ai des cassettes où je parle en mode podcast, sauf que jamais diffusé et tout. Mais en vrai, je crois que j'ai commencé en même temps que Norman et tout, sauf que je les ai jamais mis. Et je faisais des sketchs avec mes potes et tout. Et sauf que, enfin moi, ça, inconsciemment, j'étais déjà attiré par l'univers de jouer la comédie devant la caméra et tout. Sauf eux, c'était pas leur délire. Mais c'est vrai que je me disais, j'aimerais bien tomber, par exemple, pour les motiver à tourner. Au début, ils rigolaient parce que c'était nouveau, mais au bout de la 8e fois, ils se disent vas-y, tu me fais chier avec tes. Ouais. C'est un délire. Et je me dis, c'est vrai que j'aimerais bien trouver des gens, sans savoir vraiment que c'est un métier ou autre et tout, avec qui je pourrais faire ça sans que j'ai à supplier, vas-y, venez, on le fait et tout. Et ouais, quand l'opportunité avec le Hoop s'est présentée, je me dis putain, c'est le truc que je voulais faire que je kiffais quand j'étais plus petit. Et mais après, c'était beaucoup de sketch, avec la notice et tout. Ouais. Et moi, en vrai, raconter des histoires, genre j'ai toujours dessiné des BD, raconter des histoires, genre avec mon frère, ma petite sœur, j'ai inventé des histoires, des aventures et tout. Et ouais, le côté, la fiction, l'acting et tout, c'est un truc qui m'a toujours attiré. Et ouais, avec le Hoop, ça fait combien de temps qu'on existe? Ça fait 4 ans. Et au bout de 4 ans, c'est vrai que t'es titillé, j'avais envie, j'étais attiré, putain, j'ai vraiment envie de développer mon univers et tout. Et c'est les vacances dernières où j'avais besoin, on avait arrêté le spectacle. Du coup, le spectacle, c'était vraiment, avec plus la chaîne YouTube, c'était vraiment avec le Hoop H24. Ouais, bien sûr, ouais. Vraiment tous les jours, quand c'était, et quand on était en promo. Donc c'était vraiment le Hoop à fond pendant 3 ans. Et quand on a arrêté la tournée, parce on estimait avoir fait le tour, je me suis retrouvé avec un gros truc vide et tout. Je me dis putain, ah ouais, qu'est-ce que je peux faire? Et là je me dis ouais, je crois que c'est le moment. Avec le Hoop, j'ai appris à jouer devant la caméra, à être derrière la caméra, de voir comment d'organiser des trucs. Et je me suis dit vas-y, je vais me lancer un défi. Je vais écrire 2 courts-métrages que je vais réaliser et produire tout seul. Et pour voir ce que ça donne. Et du coup, j'ai écrit pendant toutes les vacances, pendant tout l'été. Et à la rentrée, je me suis lancé dans le premier cours avec le Joker, avec mon réalisateur avec qui j'ai fait mes premiers projets, qui s'appelle Aaron Seifi. Ouais. Et voilà, je balancé le texte, il m'a dit génial, vas-y, viens, on le fait. Et du coup, j'ai réuni une petite équipe. Et puis j'ai fait la post-prod, j'ai tout appris. Parce que t'es prod, auteur et acteur, quoi. Ouais, c'est vraiment... Après, c'est pour... J'avais besoin d'assumer toutes ces casquettes pour me prouver des trucs à moi-même déjà et pour comprendre le métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vais parler à quelqu'un, je vais dire ouais, trouve-moi tel ou tel lieu et qui va me dire ouais, c'est pas possible, nanana, je vais pas m'énerver bêtement en me disant ouais, c'est parce que t'es nul. C'est juste que je me suis rendu compte que vraiment verrouiller, valider un lieu, c'est une mission. C'est-à-dire les trucs tout cons, mais par exemple, des fois, t'as un tournage, on t'envoie un document, une feuille de service et la personne elle demande d'un accusé de réception et que tu réponds pas, tu fais oh ça va, mais c'est tellement un casse-tête quand t'envoies ton mail et que toi t'es derrière ton ordi, t'attends juste le bien reçu pour pouvoir passer à l'étape suivante et que tu reçois aucun truc, tu fais mais t'as reçu, c'est bon, pourquoi tu me le dis pas? Et ça c'est un truc tout con, mais c'est juste pour permettre de bien associer, d'être en harmonie avec mon équipe. Ouais. Et du coup court-métrage de Joker d'abord en premier, moi je trouve que déjà il y a un truc qui m'a frappé, tu joues hyper bien quoi, genre t'as appris ou c'est sur le tas? Franchement c'est vraiment sur le tas. Et parce que mes premiers trucs devant la caméra, je m'appelle, c'était mon pote, c'est un humoriste aussi, Jean-Marc Joachim, et c'était lui qui m'avait, on s'est rencontrés dans une école que j'avais fait, ne faites jamais cette école, mais l'école du bout, et j'avais rencontré ce pote au sein de cette école, et lui à l'époque il faisait déjà des petits projets, il m'avait invité il aimait bien ce que je faisais, il m'avait invité, donc j'ai commencé par ça. Mais on va dire c'est vraiment autodidacte à force de regarder, parce qu'après il y a des acteurs,
Jim Carrey, Denzel et tout. Enfin, c'est des mecs. Enfin, au début, je regardais passivement et au fur et à mesure des trucs, j'ai commencé à regarder, mais je regardais, mais vraiment. Je regardais au-delà, genre j'étais plus dans l'histoire et tout, je regardais les tics et tout, et c'est vraiment à force de regarder. Et après, le Joker, enfin le fameux Joker qui a marqué tout le monde et tout, genre c'est vrai que j'avais trouvé la performance de Heath Ledger, incroyable. Genre, j'ai fait en plus quand il y a sur YouTube tu peux retrouver une vidéo de montage où il y a la scène qui joue avec le texte qui se défile et au mot près, et ça c'est un genre comme une partition. J'ai fait putain, c'est balèze. Et du coup et après jouer les rôles de psychopathe de fou, inconsciemment je crois que je dois bien aimer je dois bien aimer ça, parce que t'as un peu ça dans les yeux, parce que quand tu joues, on voit qu'il y a ce truc de folie un peu genre marrant. Je pense que c'est un, parce que quand il a construit le personnage de s'enfermer et de d'écrire des notes, de regarder des trucs. Parce qu'en fait, Heath Ledger, les gens savent peut-être pas, mais il s'en fait pendant un mois, je crois, dans une chambre d'hôtel où il voulait voir personne et où il parlait tout seul, il rigolait tout seul. C'était vraiment. En fait, il a fait une performance dans la performance. Et du coup, j'ai trouvé ça fou de dingue. Et en fait, j'écris ce truc et vraiment, attends. Je connais le texte par cœur parce que je l'ai écrit, genre je pense à tous les acteurs qui vont être dedans et tout, quoi, les lieux et tout, le truc. Et je me dis. Je commence à travailler 2 jours avant. Sauf que là, le Joker, il parle calmement. Et je fais, putain, c'est quoi la voix d'un fou qui parle calmement? Je peux pas être comme ça. Ah, c'est ta merde. Genre, c'est quoi un truc? Et je me rends compte que c'est super chaud. Et je me dis, mais merde, je pensais que c'était facile. Et là, je me retrouve dans une pression. Je me dis, oh, en fait, c'est super dur. Heureusement que j'ai. Parce que je pensais vraiment. Comme quand c'est des sketchs, je connais ma voix, j'ai juste à être truc, j'y vais et voilà. Là, j'ai paniqué, je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai commencé à répéter, à trouver la voix. J'ai mis vraiment 4 heures à essayer de trouver le bon ton, le truc. Et à un moment, c'est comment je le trouve, c'est que je regarde les vidéos. Je regarde les vidéos et je me dis, je trouve je fais bonjour docteur, genre et je fais c'est dans ce truc là, je sens que c'est naturel et posé, et quand j'ai trouvé j'ai pu gérer le truc, les colères et les tons trucs, et c'est comme ça que j'ai trouvé le perso, et je me suis dit en fait ça va vraiment être une mission et tout, et non, mais après, c'était un très bon souvenir de tournage. C'est ouf parce que, alors, moi, pour te dire, à la toute fin, je m'attendais à ce que tu fasses une mort à la Marion Cotillard. Je pensais que tu allais finir en mourant salement, comme ça. Mais par contre, il y a un truc, je sais pas si limite je vais trop loin, mais l'idée de réinsérer le Joker dans la société, j'ai trouvé ça vraiment hyper drôle et cool. Et il y a un peu ce thème aussi d'aujourd'hui où j'ai l'impression que quand même la folie se propage quoi chez les gens, et il y a ce côté de réinsérer les gens dans la société avec, bon alors là c'est fait aussi de façon drôle, mais il y a le thème de la folie qui t'a marqué aussi ou pas? Moi c'est le côté en fait l'idée de me dire, c'était en fait genre qu'est-ce que deviendrait un personnage, enfin le but, si son but ultime Batman me meurt, qu'est-ce que devient ce mec? Et je me suis dit je me suis projeté, sachant que c'est le seul rempart qui peut arrêter, parce que le Joker c'est un personnage hyper intelligent, manipulateur et tout. Je me suis dit c'est quoi donc en fait on va dire que Gotham ça deviendrait son terrain de jeu, personne pourrait l'arrêter, donc c'est un mec qui deviendrait un peu capricieux, mais genre qui perdrait, ça deviendrait quoi, un mec qui perd un fou, enfin un psychopathe qui perd son objectif, son idéal, donc il essaierait de revenir dans la société, mais ça donnerait quoi, un fou qui essaie de devenir vas-y, j'ai tué Batman, venez on fait autre chose, on passe à autre chose et tout, et genre un fou qui essaie de redevenir ça fonctionne bien. Du coup c'est Et dans d'autres vidéos de toi qui m'ont marqué avant de parler des Frères Maléfiques, il y a aussi Harry Potter que j'ai beaucoup aimé, où tu joues Renoir Weasley, déjà ça m'a tué déjà. Goobit et tout ça, enfin bon bref ça m'a tué. Et du coup c'est très empreinte pop culture quand même ce que tu fais. Harry Potter par exemple, j'ai fait un épisode avec Nathan sur Harry Potter. Toi Harry Potter c'est un truc pareil. C'est un des moi je suis vraiment genre dans la vie il y a des gens genre leur sucrerie quand ça va pas bien ils mangent. Il y en a un truc, moi c'est vraiment tu me donnes une bonne série, un bon film, ça me fait je suis refait, et Harry Potter ça fait partie de mes livres de chevet, des trucs où ça fait du bien, j'adore regarder ça, c'est-à-dire le premier Harry Potter, j'ai dû le regarder
franchement, plus d'une quinzaine de fois. Genre, Ah ouais. ouais, franchement, je l'ai enchaîné. J'ai regardé plus les rediffusions, plus le DVD, je l'ai enchaîné. Ah, puis il y a des scènes un peu iconiques. Enfin, moi, la scène qui m'a fait le plus marrer, c'est quand du coup, le mec qui joue Harry Potter dit allez, je prends tout, il prend tout le caddie. Et après, en fait, il mange tout seul. Et il te regarde en mode c'est dommage, t'avais pas d'argent. Ça, c'est tellement magnifique. Ça, c'était super drôle à Ça, tourner. c'est vraiment Ça, très marrant, quoi. c'est Mais vraiment- du coup, et voilà. Et donc, après, on arrive au frère Maléfique qui est là, enfin. C'est marrant parce qu'au début, quand je me le suis lancé, il y a eu ce côté de je me dis, ah ok, c'est un truc de braquage. Et en fait, il y a vraiment une surprise à chaque plan quasiment où on s'attend à un truc, Ouais. en fait, c'est un autre truc. Et qui traite de pas mal de choses d'ailleurs, de façon un peu drôle, mais de homophobie, racisme, etc. Tu l'as imaginé comment ce court-métrage à la base en fait tu voulais quoi? C'est parti de la danse, c'est parti de vouloir traiter homophobie et racisme, c'est parti de vouloir surprendre le spectateur, c'est parti de quoi? À la base, c'est vraiment parti. Je suis tombé sur des vidéos de danse justement. Merde, j'ai oublié le nom de la danse. Attends, comment ça s'appelle encore? La danse que tu fais? Ouais. Merde. Attends, mais j'ai fait que ça. Ça c'est. Attends, merde. En plus, c'est mon projet. Merde. On l'a coincé. Attends. Comment ça s'appelle Tu vas le encore cette retrouver ou danse? pas? Tu veux que j'aille voir? Ouais, attends, merde. C'est marqué sur la description de la vidéo ou pas? On va la retrouver. Hein. Non. Non, c'est pas marqué? Attends, je bloque. C'est pas du tout du twerk. Tectonique? Non. Non, c'est pas de la tectonique. C'est né dans les années. Merde. Danse. Attends, non, c'est obligé de retrouver ça. Est-ce que tu viens de taper danse dans Google là? Là, je vais taper danse. C'est quoi les mots-clés pour retrouver cette danse? J'ai tapé danse homo, mais. J'espère que ça va pas être ça. Attends. Non, c'est pas ça. Merde. Attends, les frères maléfiques. Comment on appelle ça? Alors, les frères maléfiques, qu'est-ce qu'ils dansent? Les deux frères ont un grand secret qu'ils ne doivent jamais... Ah bah oui, c'est pas marqué. Ah si, ben dans la vidéo, si tu cliques dans la vidéo, c'est sûr, on le dit. Ouais. Alors, Du voguing. du Oh, voguing. mon Dieu, Ça le y est, mot. il l'a. Bloqué sur le truc. Mais ouais, non, c'est pas. J'ai regardé des vidéos de voguing Ok. et je suis tombé sur une vidéo et j'ai trouvé ça fascinant. Ok. C'est un truc qui est né dans les années 70-80 dans des clubs homo. Ok. Et la danse, elle se basait sur des positions de mannequins qui venaient qui posaient pour le magazine Vogue. Ok. Et du coup, c'est de là, j'ai vu ça et j'ai trouvé ça fascinant. Genre les mecs qui dansaient, la gestuelle. En fait, j'étais pas dans un truc de moquerie. Ça me faisait délirer les mecs parce qu'en plus, dedans, c'est vraiment. Ils dansent en mode d'une manière trop féminin et tout, mais super imposant. Genre, Ouais. je vous tue. Genre en Ouais, mode, ça- je vous tue. Et tout, c'est vraiment ça. Et je trouvais ça, l'univers graphique, enfin visuel et tout, et trop intéressant. Et je me suis dit, putain, ce serait tellement. Et je me suis dit, putain, si un jour je débarque en soirée comme ça, je préviens personne. Ouais. Et je suis tout le monde. Et je me suis dit, tiens, genre, putain, j'aimerais bien le faire en vidéo. En fait, c'était presque une private joke Ok. pour me dire, vas-y, je vais faire une vidéo sur ça, sans prévenir personne. Ok, c'est drôle. Et vraiment, ouais, ça, à la base, ouais, les frères maléfiques, c'est vraiment, j'ai vu l'idée de ce qui m'a donné envie, c'est les vidéos de danse que j'ai vues. Et je me suis dit, vas-y. Et après, c'était un kiff personnel. Je fais, si je passe par ce biais-là pour danser, Ouais. personne va me juger en vrai. Donc, en vrai, c'est un sorte de kiff perso. Et à qui est dédiée Des cette trucs. vidéo? À moi-même. Non, elle est dédiée aux frères Scott. Ouais, les frères Scott, non, ça c'est. Je savais qu'à la fin. Davey et Tyler Scott. Mec, ça m'a tué dès le début à la fin cette Ah, vidéo. c'est Et de- Davey et Tyler Scott, ça m'a tué. Parce que ce qui m'a trop fait rire, c'est que les gens, ils se sont trop. Il y a des gens, ils ont fait stop et ils sont allés chercher direct pour dire putain, c'est des vrais gars et tout. Et puis, putain, tu m'as eu, Salvatore, genre en mode truc et tout. Mais ça, c'était encore à délire pendant le montage. Ok. Et du coup, ça en amène au Whoop. Le Whoop, j'en ai déjà parlé un peu avec Hakim dans le Ouais. podcast d'avant. Moi, j'avais deux questions sur le Whoop. C'est déjà toi, comment t'es rentré dedans? Ouais, moi comment je suis rentré dedans, ben c'est Malcolm que j'ai croisé, j'allais voir un spectacle, je sais plus qui j'allais, c'était au petit point virgule, je me rappelle plus qui j'allais voir, mais j'étais dans la queue et je le croise, il me fait j'ai un plateau, je monte un plateau, j'aimerais bien te voir et tout, j'aime bien ce que tu fais et tout, et j'étais à l'époque où j'étais en recherche de nouveaux parce que je faisais pas de scène ouverte, j'ai vraiment commencé par la scène, j'ai fait 1 an où j'étais tout seul avec mon spectacle. Ouais. Et même le principe, justement, dans l'école où j'étais, et qui me parlait pas du tout des il y a d'autres scènes ouvertes. Ouais, tu savais Du pas. coup, je découvrais vraiment le monde et tout quand je suis parti de cet endroit-là. Du coup, il me fait, ouais, j'ai un plateau. Je fais, ok, ben,
Ouais, ben moi, je suis partant. En plus, le Paname, j'en avais entendu parler, mais tu vois, j'avais jamais pris le temps d'y aller et tout. Et du coup, ouais, j'ai commencé. C'est Malcolm qui m'a invité Au Paname. à rejoindre le truc, mais on n'était pas encore le Whoop. C'était vraiment. Ouais. Ouais, on était Au début. je sais plus, on avait même pas de. On n'avait pas encore. Il y avait pas encore ton nom, on était juste un plateau. Ok. Et Point au final, c'est ouais, le Whoop. ouais, Donc c'est Malcolm. Ok. Ouais. Et dans une des dernières vidéos, du coup, parce qu'il y a vous êtes allé à Dubaï, et ça, c'est une question que j'avais parce que j'en ai parlé un peu avec Hakim en off, mais Ouais. il y a ce truc de. Dubaï, pour moi, c'est un lieu qui n'existe pas en fait. C'est un parc d'attractions et tout. C'est comment Dubaï quand c'est de l'intérieur et que t'as un budget en mode de prod pour pouvoir faire du jet ski pour pouvoir Ouais, tout faire, non, quoi. franchement, c'est vraiment un truc. On Dubaï, dirait quoi. vraiment comme c'est une ville Ikea. Vraiment, Ouais. tout est neuf. Et vraiment, il y a zéro déchet de nulle part. Il n'y a pas de tag. Les seuls tags qu'il y a, c'est des trucs artistiques. Genre, quand ça se voit, le mec, il a demandé une autorisation. Ok. Mais il n'y a pas de, graffiti et tout. Et bizarrement, parce que enfin, moi, j'ai un gros coup de cœur pour New York. C'est ma ville Ouais. de cœur. Bah, New York, la journée et la nuit, c'est impressionnant. Dubaï, en journée, tu vois ça en travaux. Ok. Tu vois ça en travaux et tu te dis, maintenant je comprends pourquoi tu vas voir, il y a très peu de photos de Dubaï de jour et en Ok. drone. Parce qu'en drone, tu vois tout, que c'est du sable, des grues et tout. La nuit, c'est imposant et tout. Et après, La vie à l'intérieur, elle est La- comment? Genre dans la ville, quoi. Enfin, c'est une ville-état, quoi, mais. moi, j'ai kiffé dans le sens où tu sens que tu peux pas te faire emmerder. Genre, Ok. y a pas j'ai vu aucun policier, mais tu sens que T'es protégé. t'es protégé. Que les gens, il va pas y avoir de dinguerie et tout. Et ouais, quand t'es invité et tout, genre, enfin, franchement, c'était fou. Genre, on fait du jet ski en mode, t'as l'impression d'être des princes. Juste en Ouais, mode c'est ça, truc. ouais. Et c'est ouf. Après, quand je disais par rapport à New York, genre, tu tournes la tête, tu fais, oh, j'ai déjà vu ça. Ouais, J'ai ouais, déjà vu ouais, ça. ouais, bien Il y a sûr. une histoire et Bien sûr. il y a une historique et tout, alors qu'à Dubaï, tu sens qu'il y a pas encore de culture. Après, la dinguerie, c'est qu'ils ont fait construire cette ville sur 50-60 ans. Ouais. Et c'est ouf. Et le guide, on était avec un guide et il nous disait avant, c'était un truc de nomade. Et ils ont trouvé du pétrole, ils se sont arrangés avec les Anglais et tout. Il fait, ouais, vous nous aidez à sortir le pétrole et vous serez nos premiers clients. Et ils ont construit la ville sur ce truc-là et tout. Ah ouais? Sur Ah, cette ça, je base, savais ouais, pas c'est ça. parce que la mer, elle appartient, c'est international, mais la terre, ça Ouais. appartient, enfin, c'était à eux et tout. Et du coup, il fait, ben, vous nous aidez à aller chercher le truc et on sera directement. Si on vous aide, après, on est directement vos clients premiers, c'est avec nous, Ok. vous négociez en premier. Et ils nous racontaient ça. Ils ont construit ce délire-là en 60 ans. Tu te dis, putain, ça va être quoi dans. Ouais, C'est jeune, ça, c'est une graine, c'est une petite plante et tout. Mais tu te dis, parce qu'à un moment, on est parti dans un parc d'attractions. Et là, on passe sous un tunnel, il fait, normalement, là, il y a la mer. Et je lui fais, attends, d'où t'as autant d'argent à ce point pour dire, non, la mer, elle sera pas ici, elle sera là-bas. Ça, c'est une dinguerie. Genre, j'étais choqué. Non, ça, c'est. Ah, Parce que, en fait, il y a plein de bâtiments abusés. Genre, à un moment, il y a une patinoire de hockey dans le centre commercial. Mais on me dit ça, moi, je pensais à un petit truc. C'était vraiment un stade, genre, dans le centre commercial. Ouais, ok. Et j'étais impressionné, mais le vrai truc qui m'a impressionné, c'est vraiment quand on dit normalement là il y a la mer. Et ce truc-là, ça m'a. Je suis sorti de mon corps, j'ai fait. Ok, d'accord, ok. Donc, ah ouais, les gens, il y a l'argent t'emmène dans des dimensions. Ouais, là, il n'y a plus la Franchement, mer, on ouais, enlève la mer. là, c'est abusé. Putain, c'est impressionnant. Ok. Ouais. Mais moi, il y a un petit côté où j'ai l'impression, je sais pas comment je me sentirais là-bas. Il y a pas. Ouais. C'est en fait j'ai l'impression en fait qu'il y a un peu ce truc comme la scène dans James Franco dans une interview où il y a Kim Jong-un qui fait le tour de la Corée, on a Ouais. l'impression que c'est ouf et qu'en fait après il se balade de nuit, il se rend compte que les fruits c'est en plastique et que en fait c'est vrai. j'ai un peu cette impression là. Ouais, non, il y a un Alors, je compare pas à la Corée du Nord, Ouais. hein, c'est pas le même délire, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Il y a un côté fake, mais je pense que c'est vraiment par rapport à. Déjà, il y a la culture parce que tu dis, ouais, peut-être la religion, elle a un côté truc, mais à un moment, on est parti dans une boîte et il y avait de l'alcool. Ouais. Tu sens quand même, je pense que la nouvelle génération, ils sont dans des petits bails Oui. secrets où Ok. ils déclarent pas tout. Parce Et qu'on n'a tout. pas le droit de boire de l'alcool là-bas. Non, dans la rue, t'as pas le droit. Genre, il y avait des trucs, tu vois, des chichas, des trucs comme ça sur le bord de plage et t'avais pas d'alcool. Ok. Et c'est vraiment dans une boîte spécifique, il y en avait. Et à un moment, genre, on était avec un petit, genre, enfin, il avait 15 ans. Et à un moment, il fait, ouais, il était avec nous, il fait, Mhm. on peut le faire rentrer. Mais si la police revient,
il va en prison. Et comment il nous l'a dit, c'était pas genre tu peux négocier ou autre, c'était vraiment il va partir en prison et tu vois plus ton fils. Et genre on a senti le vrai truc où tu cherches même pas à négocier en mode allez s'il te plaît, on a dit ok d'accord et tout. Et même dans le parc d'attractions où on est allé à un moment, tu vois, la dernière ils viennent me chercher en urgence, ouais il y a un truc, c'est un truc de ouf et tout, faut que tu le fasses. On y va en courant, le truc il était en train de se fermer. Et on arrive devant le mec et fait s'il vous plaît on peut être les derniers, nanana. Il a dit non. Et il a pas cherché à négocier truc. En fait là-bas non c'est non, genre en fait les gens ils se disent je veux pas de problème parce que ça se voit que là-bas si tu fous la merde ou un truc, je sais pas ce qui se passe mais je sens une sorte de norme où on déconne pas, il y a des trappes, on reste carré les gars et on fait, il y a pas de, tu peux pas ici, tu peux pas, il y a un peu de peur dans les visages, genre j'ai pas trouvé de par exemple à un moment on se baladait dans le centre commercial et tout. Et tu vois, il y avait des meufs voilées, d'autres pas voilées, et il n'y avait pas de jugement. Donc je pensais vraiment que c'était en mode, ouais, si elle, tu vois son nombril, ou on la lapide. Franchement, c'est là que je me suis dit, en France, on a vraiment un souci avec le voile. Genre, les gens, ils portaient, mais s'habillaient comme. Personne ne se calculait. On s'en fout, ça se voyait. Mais tu sens quand même qu'il y a des trucs, faut pas. Non, c'est non. Je pensais que c'était un peu plus fermé au niveau de la femme, liberté et tout, mais bon, franchement, non. Et mais tu sens que quand même, faut, avec les règles et les lois, faut pas déconner. Ok. Sinon, tu sens que tu peux avoir des soucis. Sinon, les gens, ça fait longtemps, ils auraient jeté des mégots de cigarettes. C'est ça. Il n'y a pas de mégots. Ouais, c'est ouf. Dans un pays où il n'y a pas de mégots, bah, tu te dis, il y a un truc. Ouais, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Mais franchement, je pense que c'est à faire au moins. Je pense pas que. Enfin, c'est sûr et certain, je pourrais pas habiter là-bas. Ouais. Mais à faire en mode vacances, séjour et tout, vacances, franchement, c'est cool. Ok. Bon, bah, le petit conseil. Ok. Alors, go Dubaï. Ok. Bah, écoute, on va passer à des sujets un petit peu plus perso. Je vais juste laisser un petit temps là, pour le sponsor. Ouais. En vrai, j'en ai pas, mais je vais habituer les gens à ce que j'en ai. Je vais habituer les gens à ce que j'en ai un. Donc là, imaginons, il y a un sponsor, voilà. Et attention, 3, 4. Salut Jérémy, bienvenue de retour au Café Lossette. Yes. En vrai, non, il y a un truc que je me suis rendu compte chez toi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bio de toi sur Internet. Ouais. On sait pas trop. Alors que pourtant, tu vois, t'es dans le Whoop, il y a plein de trucs et tout, et on trouve pas de bio. Et du coup, là, si tu pouvais juste faire ta bio en quelques secondes, là, juste savoir un peu, qu'est-ce que tu dirais s'ils vont te demander ta bio, quoi, par exemple. Ma bio, c'est vrai que j'ai écrit une fois une bio. Ok. Et je n'ai plus jamais réécrit ou demandé, mais ouais, moi j'ai commencé à 18 ans par le théâtre. Genre, vraiment la scène, c'est un mec qui parle tout seul sur moi, c'était badant. Genre, je m'imaginais pas regarder, je fais 1 heure d'un mec qui parle sans décor, sans jouer de personne, qu'est-ce que c'est? Et un jour, première vacances, grande vacances où je suis tout seul, on me laisse la maison tout seul. Au début, je fais ouhou, cool, la fiesta, et au bout de 2 jours, je m'ennuie, je sais plus à qui parler. Et je traîne dans la chambre de ma sœur et je prends le Pour toi public, Franck Dubosc. Je mets genre Jamel et tout, Gad Elmaleh. J'en entendais parler, je suis au lycée, genre je suis en première à l'époque. J'en entendais parler, genre c'était l'été avant que je passe en terminale. Et j'entendais ces noms, genre des petits yeux d'Eminem, c'est genre Eminem. Je connais les petites répliques et tout, mais je savais pas du tout c'était qui en vrai. Et je prends le DVD Pour toi public, je mets et je meurs de rire. Genre, je trouve ça magnifique, je trouve ça intelligent, je trouve ça trop fort. Je me dis, c'est qui ce con? Je fais, waouh, et tout, putain, c'est ça et tout, nan. Et du coup, je fais, attends, il me fait rire. Ah, il est dans les petites annonces avec Elise Moon, donc je regarde les petites annonces d'Elise Moon, je trouve ça magnifique. Ah non, c'est dans l'inverse, c'était les petites annonces que j'ai découvert. Et je fais, c'est qui ce mec en arrière-plan qui fait tout le temps rire? Pour toi public. Magnifique, et je me dis attends, s'il me fait rire, vas-y, je vais prendre le temps de regarder son premier spectacle. Je regarde, je fais oh, je vous ai pas raconté. Et je fais c'est magnifique, putain, tu racontes des trucs qui t'arrivent, qui sont nuls à la base, mais ça arrive à faire rire et ça me fait du bien. Moi aussi, il m'est arrivé ça, moi aussi, je me suis pris des stops, c'est dégueulasse, et je te jure, j'arrête le DVD, je sors le truc, je prends mon cahier et j'écris. Ah ouais? Direct. Ah d'accord. Direct, je fais ça m'a transcendé. Mes parents ils rentrent de vacances. Je veux faire du théâtre. Il y a 12 carnets dans le cadre. Je veux faire du théâtre. Et elle me trouve un stage de théâtre à Saint-Denis. Et dans ce cours de stage de théâtre qui dure 2 jours, moi je cherchais toujours à faire rire. C'était pas obligé, mais j'avais tous mes trucs partaient dans le rire. C'est près de nature et tout. Je suis un peu
un peu clown et tout, mais et après le mec fait ouais, tu devrais faire du one man show et tout, et j'ai écrit durant cette période mon premier spectacle, c'était que des persos, vraiment que des persos, vraiment one man show. Bon, après ça durait 2 heures. T'as fait un spectacle de 2 heures et avec des longueurs pas possibles, genre il y avait des bons trucs mais avec du recul. 2 heures. C'était 1h30 avec c'était beaucoup trop long. C'était beaucoup trop long. Mais il y avait des bons trucs, il y avait des bonnes bases, il y avait des bonnes choses et tout. Et durant l'année, je jouais et je suis que là-bas, genre on me parle pas des autres trucs et tout. Et bien évidemment, je remplis pas, c'est là que je commence à apprendre les vrais trucs de galère à l'époque où il y a même pas les réseaux sociaux, c'est que flyers et tout, nanana. Et je finis par, bien évidemment, je dois de l'argent parce que je me lance tout seul et tout, minimum garantie pour payer la salle et tout. Et je finis par être éjecté du truc et je me dis putain, il y a plus rien. Et là, je rencontre d'autres potes et tout, ils me font, mais c'est là que la vie elle commence. T'as le Jamel Comedy Club, t'as le Chinchman, t'as le Bordel Club. Enfin, on me parle de tous les trucs, le Pronzo. Et du coup je commence à aller dans ces trucs là, je commence à participer à des festivals, donc je finis par me faire repérer par le Jamel Comedy Club, je gagne un concours pour aller jouer à la Deb Jam au Marrakech du Rire. Et c'est là je finis là-bas, je finis par rencontrer Franck Dubosc. Et je suis parti le voir en me disant je sais que je suis juste un fan, je vais lui parler, 2 minutes après il va m'oublier, mais j'étais obligé d'aller, je pensais qu'elle allait me faire ouais merci et basta, et je vais le voir, je fais ouais c'est grâce à vous si je fais ce métier. Et il était super touché et tout. Il a aussi ce rôle de mec un petit peu sûr de lui dans la vie. Au début, genre vraiment, il a été abordé. Il allait jouer le bon, je ne te connais pas, je passe, merci. Et quand je dis quand je vraiment dis c'est grâce à vous si je suis là aujourd'hui et tout. Et ben il a vu que j'étais sincère et émerveillé, un truc. Et vraiment, je lui disais merci parce que moi, je pensais que dans la vie, tout le monde avait des objectifs. Et ce truc de me dire, moi, je savais, à la base, je voulais être graphiste. Mais le côté de devenir humoriste, ça m'a vraiment donné un objectif, mais dur comme fer et tout. Et ça change change ta vie quand t'as un objectif. Si tu te lèves plus pareil, t'es plus pareil, t'es plus conquérant, c'est pas la vie, tu sais où tu vas. Et juste lui dire merci pour ça. Et quand il a senti ça, il s'est arrêté. Et du coup, il a pris le temps de m'écouter et tout. Et ça, j'ai trouvé ça super cool. Et du coup, j'ai fait le Marrakech du Rire. Après, l'année d'après, j'ai intégré le Jamel Comedy Club, la saison 6 sur Canal+, pour faire partie de la troupe. Et parallèlement à ça, je montais le Whoop en même temps. Mais à l'époque, c'était en mode, tu pouvais pas être dans les deux. Donc, au bout d'un moment, il fallait choisir. Et du coup, j'ai fait... le Whoop, c'était vraiment... des potes où il n'y avait aucune pression. Et même si je perdais en allant dans le Whoop, parce que vraiment le Whoop à l'époque c'était vraiment rien, on jouait pendant 1 an, on a joué entre 6 et 8 personnes, et quand on avait 12 personnes au Paname, on était comme ça, wow, on va passer un bon moment, genre pendant 1 an. Et pendant 1 an, on avait joué devant 12 personnes. Donc, en vrai, en allant, je perdais. Mais le côté pote et aventure humaine et tout, c'était beaucoup. J'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant. Parce que dans le Jamel, la troupe, ça bouge tout le temps. Il y a tout le temps des nouveaux. C'est pas truc et tout. Et j'ai trouvé le côté cocon, famille, vraiment truc soudé un peu plus cool chez le Whoop. Et du coup, j'ai poursuivi avec le Whoop. Et je regrette pas du tout aujourd'hui. On a fait notre parcours et c'était marrant parce que comme personne misait sur nous. Personne il m'avait dit Hakim ça. Personne misait sur nous. Il m'a dit Hakim, mais avec ce côté il y a des noms, il dit je tairai les noms, mais c'est trop marrant. Mais comme quoi, des fois quand tu crois un truc. Mais c'est ça, tu parlais tout à l'heure de trouver ça une passion, de trouver un truc qui t'anime, etc. Une fois que t'as trouvé ça, en fait, c'est ça. Il faut foncer. En fait, En fait, pour moi, il y a deux dans la recette. Il y a un côté parce qu'il y a des gens, ils veulent vraiment. Il y a des gens, ils veulent devenir chanteurs, mais ils ont pas le truc en plus de se dire, je suis prêt à mourir pour ce truc-là. Ouais. Pour moi, je pense sincèrement que quand t'as une passion et que t'es prêt à mourir en tentant de réussir, faut écouter aucune voix qui te dit ne le fais pas, tu vas jamais y arriver. T'as jamais eu de doute. Ah ouais, non, genre je me suis dit non, il y a eu des, enfin quand je jouais mon spectacle tout seul. Où je remplissais pas, genre quand tu répètes pendant 2 semaines en même temps parallèle, genre tu fais tes cours, tu rentres chez toi, tu répètes 2 fois ton spectacle qui dure 2 heures donc 4 heures de répète. Oh les mecs.
et qu'après tu vas à ton théâtre le soir, tu vois ta mère elle part parce que au début elle te soutient, elle me fait ah mon fils il a un hobby, donc tes parents ils sont derrière toi, ah il veut vraiment faire ça ce con, il fait flipper, tu vois. Et tu pars à ton théâtre et t'arrives, ton régisseur il fait alors il y a combien de résas, ben t'as 2 personnes, ben on annule hein. Et il te fait ouais 0 personne et tout. Et en plus à l'époque moi j'avais joué en costard, j'avais des tics, donc j'avais des bouteilles d'eau, un sac, j'avais mes médicaments au cas où si je me coupe, au cas où si j'ai mal à la gorge. Ah ouais. J'avais trop de trucs, je partais vraiment en mode commando quand je partais en mode à mon truc, donc genre je prenais mon truc, je repassais moi-même et tout. Et t'arrives, tu fais tous ces efforts, et t'arrives, on dit en fait tu vas pas jouer parce que t'as personne. Et tu dois reprendre la ligne 13. Ah putain. Et t'es en mode, il est quoi, il est 21h22, c'est l'heure d'hiver, il fait nuit. Des fois, les 2 personnes qu'on a annulées, que t'as annulées, tu les retrouves sur le quai. Avec ta La valise. triste, avec ton truc comme ça, et tout là. Et t'es là en mode. Ah là Je là. te jure, t'as envie de pleurer. Hein. Genre, Un peu, un tu pleures. peu. Et ça, ces trucs-là, ça, après, ça forge, franchement, ça forge. C'est pour ça que, même avec le whoop, en fait, quand tu te manges ça tout seul, après, t'as des trucs avec le whoop et tout, tu dis, mais c'est du gâteau, t'as 6 potes pour rigoler Oui, derrière. c'est vrai. Donc en fait, eux, genre, il y a des gens comme Mister V et Hugo qui connaissaient pas de la scène, ils sont là, ils badent. Mais moi, je fais, mais vous savez pas ce que c'est que se manger ça. Ouais. Et après, t'es tout seul, il y a personne pour dire, allez, mon gars, c'est rien, ou vanner pour désamorcer le truc. Là, pour moi, c'était que du bonheur. Genre, ouais, apprécier de jouer devant 1000 personnes quand tu sais que t'as joué devant. Tu jouais devant 0, ou de 4 personnes, 8 personnes. Genre, parce que ouais, j'ai joué devant 4 personnes quand la première fois. Tu dis, ouais, je suis dans une matrice. Mais ça s'était super bien passé et ça m'avait appris beaucoup. Je me suis dit, putain, tu peux kiffer devant 4 personnes. Ok. Tu peux vraiment passer une très bonne soirée devant 4 personnes. Et le lendemain, il m'avait rallumé, on était à 16 personnes. Ok. Donc quand tu passes de 4 à 16, tu Ouais. te dis, truc, c'est le bouche à oreille et tout. Et vraiment, non, pendant ces années, genre le côté tu joues en 4, 8, 16 trucs et ça augmente. Mais après, bon, par rapport aux normes du théâtre et tout, le temps que ça prenne, le bouche à oreille et tout, c'était pas suffisant. Il y avait des mecs qui avaient des prods derrière, Ouais, qui avaient bien les moyens sûr, de communiquer. Du coup, j'ai sauté sans pitié. Mais ouais, genre, non, genre le. Aujourd'hui, t'apprécies d'être. Ouais, là, non, quoi. genre, je sais ce que c'est de. Mais je les sais- doutes, parce que je sais pas, moi, là, je suis rentré de scène il y a 4-5 jours, je sais pas, mais un peu déprimé, genre, c'était Ouais. pas passé comme je voulais. Il y avait ce truc dans ma tête de me dire, enfin, est-ce que ça a marché un jour? Est-ce que t'es marrant? Est-ce que ça a marché? Est-ce que tu continues ça? Et en fait, c'est. Plus t'y penses, plus ça devient un truc qui revient. Ouais. Et en fait, à un moment donné, j'ai dû me mettre une petite gifle mentale en mode oh là là, pense pas à ça, Ouais. rentre pas dans ce genre de délire. Et j'ai su couper la remise en doute, mais en fait, elle est dure quoi. Non, quand- moi j'ai été une grosse. Bah, avec le Whoop, quand on a arrêté le spectacle, parce que le Whoop c'était cool, la tournée du spectacle, mais quand tu tournes 3 ans et que tu peux pas travailler ton propre truc à côté, t'es dans une sorte de routine. Et j'ai commencé à plus kiffer du tout Ouais, voilà, mon c'est passage. ça. Ouais, Vraiment, genre au bout de 3 ans de faire le même passage, Ouais. j'en avais marre. Et en plus, moi là-bas, je viens vraiment genre, il y en a dans le truc, leur but c'était pas de faire leur propre Ouais. spectacle plus tard, c'était vraiment kiffer une expérience. Moi j'appelle ça en- le syndrome Amy Winehouse, j'appelle ça. Je sais Les- pas si t'as vu le documentaire sur Non, Amy je l'ai pas vu, Winehouse. c'est ma copine l'a vu. Mais... Bah il y a ce truc de en fait si elle a pété les plombs, c'est qu'au bout de 3 ans elle était bookée pour faire son album Back to Black, Ouais. sauf que elle ses chansons elle voulait plus les chanter quoi, et Ouais. que ça lui a fait péter un plomb de revenir ça, sur c'est- scène pour chanter franchement, des chansons c'est, qui voulaient plus rien dire pour elle quoi. Ouais, c'est vraiment, moi c'est ça, donc, genre des trucs que et un soir, genre avant de monter sur scène, je me dis putain, je répète et je fais putain, je sens que ça va refaire comme les soirs où ça va prendre à moitié, parce qu'il y a un truc que j'ai perdu, je savais pas si c'était le rythme et tout. Il y a un truc tout con que j'ai fait, je suis allé dans mon ordi et j'ai rematé une captation que j'avais fait à l'ancienne avec ces textes. Et je me vois monter sur scène et je me dis mais le mec qui monte sur scène, c'est pas du tout moi là. Lui, il vend son truc à 2000%. C'est-à-dire, j'arrivais sur scène et le texte, c'était moi, genre, je voulais raconter. Et j'étais plus dans ce truc-là. Je fais, ça veut juste te dire, Jérémy, que tu dois repartir de zéro et retrouver ton mojo, ton toi de maintenant. Le pilotage retrouver. automatique c'est le poison je crois pour Ouais, la scène. non, c'est vraiment ça. Et moi, j'étais dans cette période-là de doute de est-ce que c'est fini, est-ce que j'ai perdu le power, est-ce que Ouais. le truc. Et c'est un truc tout con, mais j'ai eu l'occasion pour le spectacle son premier spectacle de Gad Elmaleh qui sortait sur Netflix, de le rencontrer. C'est la première fois que je le rencontrais. C'était un petit déjeuner privé organisé par Netflix et tout. Et je le rencontre et il était dans la démarche où il était en train de commencer à percer aux US, de revenir dans son truc et tout, nanana.
Et je lui ai posé la question, je lui ai fait ouais Gad et tout, est-ce que t'as déjà eu, dans ton truc de tournée où tu t'es pris un bide ou non, il me fait, est-ce que tu t'es déjà pris un bide au point que tu te remettes toute ta carrière en cause tout. Il me fait, toi tu sais pas, genre aux US et tout, j'ai fait des petites salles où je me dis mais qu'est-ce que tu fais là Gad et tout, nanana. Et je me dis attends, si lui il se remet encore remet en cause aujourd'hui, c'est que ça va, je suis pas un cassos. Je me suis dit c'est vraiment le métier, il est comme ça, il est dur, est dur, et qu'il y a aucun moment dans peu importe à quel niveau tu peux monter dans ta carrière, t'auras toujours, et je pense même qu'il faut toujours se remettre en cause pour pas mourir, pour pas devenir has-been ou dépassé ou trop et depuis que j'ai fait ça, quand Gad il m'a fait ça, ça m'a fait du bien, et j'ai juste accepté le délire que je dois juste me retrouver et écrire et parler de trucs dont j'ai envie, qui me reprennent du plaisir. Et j'ai continué à bosser sur cette ligne-là. Aujourd'hui, je commence, ça va faire combien, 10 ans, 8 ans, 9 ans que je fais de la scène, et que je commence vraiment à prendre du plaisir sur scène. Ok. Vraiment, et je me rappelle à l'ancienne, c'est avec Kian Kojandi et je sais plus à qui on avait Seb Melia et un autre mec, je me rappelle plus, et il me disait, il discutait, il disait ouais, à l'époque Bordel Club, quand j'animais avec Seb Melia le Bordel Club, on invitait Kian, il passait souvent parce qu'il a créé et tout, et il me disait ouais, ça, il faut mettre 8 ans, à peu près 8 ans avant de te trouver. Et je faisais des fous, moi je suis fort et tout, nanana. Et vraiment j'ai calculé, je fais la première fois je sors de scène et je fais putain, c'est la première fois que je ressens ça, et du coup par excitation je commence tu vois, je veux jouer le mec qui a de l'expérience, et je recalcule, et ça faisait 8 ans. Ok, tu vois. J'ai fait vraiment 8 ans, je commence à peine à vraiment kiffer, et à vraiment, je fais tu sais, des fois j'observe des gens et je vois, ils sont sur scène, tu vois, ils sont sereins, genre en tout cas ils donnent vraiment l'impression d'être sereins, genre tu sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, mais ce truc là j'arrive à maintenant je l'ai. Me dire, c'est-à-dire même quand ça se passe pas bien, avant tu sais je meurs. Sur scène je meurs. Je comprends. Les gens tu transpires, ça se voit. Ils disent lui il est foutu, ça se passe pas comme il avait prévu. C'est fini pour lui. C'est fini. Et là maintenant je commence à me dire tu sais quoi, ça se passe pas bien, j'ai sûrement raté un rythme, un truc. Mais ça va, je sors de scène, je suis dégoûté. Tu sais, il y a toujours, quand tu sors de scène, le moment où tu sais que les gens, tu sais que c'est pas bien, et que les gens, ce truc. Mais tu vois au moment où ils sortent, les gens ils te disent bon courage. Ouais, tu vois, c'est ça. Et du coup, je l'ai accepté cette phase. Alors que cette truc-là, je voulais pas entendre parler. Je fais, je ne veux pas, quand ça t'arrive, c'est que t'es une merde. Et en fait, c'est pas ça, c'est le taf, c'est le deal de ce métier, c'est le taf et la dévotion, je crois aussi, en fait, parce qu'il y a le taf, mais il y a aussi le fait d'accepter que ça va être 95% de ta vie. Ça va être ça. Et une fois que t'as compris ça, la scène, ça devient, tu le prends plus comme un monstre. Après, ces temps-ci, genre comme je prépare mon spectacle solo, genre je suis vraiment souvent sur scène, donc, mais ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas eu le trac au point de genre des fois tu sais pas pourquoi il va y avoir une petite pression, je sais pas si c'est le plateau ou les deux mecs avant moi ils ont tout cartonné, tu dis oula j'étais un peu endormi, il faut que faut que je rassure derrière pour pas être le down de la soirée et tout, mais en vrai le trac au point que ça t'angoisse, ça fait longtemps que je l'ai pas ressenti. Genre le seul truc que j'ai ressenti, c'est par exemple avec le Whoop, quand on a fait des grosses scènes, genre le Bataclan où il y avait tous les pros qui étaient dans la salle et tout, le truc de charbon, faut que je nique tout. Mais là, on était un peu plus en mode armée où on répétait les trucs et tout. Mais sinon, le bad au point où t'as mal au ventre, t'as envie d'aller aux toilettes, ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Ouais, que je l'ai pas eu. Là, je suis plus dans un truc de dans une mission de faut que je continue à travailler mon moi de maintenant, et en espérant de ne pas le reperdre. Bah écoute, c'est une super, déjà super bio, énorme bio. C'est pour ça que j'en ai fait qu'une. si. En fait, les gens Internet n'a pas assez de mémoire pour mes bio. J'avais demandé à d'autres gens, non, ne demande pas la bio à Jérémy, pose-lui toutes les questions que tu veux, lui demande pas sa bio. Non, je suis très content, en vrai, énorme bio, et ça finit en plus sur un truc hyper intéressant. Tu dis de te trouver, en fait, tu cherches à te trouver toi et plutôt à garder ton truc. Et ça, c'est un vrai truc aussi que j'ai remarqué chez toi, et autant quand on discute que quand on va sur ta page Facebook, c'est qu'en fait, t'es quelqu'un, entre guillemets, d'engagé à plusieurs niveaux. Enfin, quand on va sur ta page, c'est à la fois écologie, végétarien, égalité homme-femme. Enfin, il y a plein de trucs qui te tiennent à cœur, j'ai l'impression. Je sais pas d'où ça me...
Mais il y a ce truc-là, en tout cas, chez toi. En tout cas, moi, c'est des questions que je me suis posées récemment. Et par exemple, alors tu vois, il y a un truc con, mais là, tu vois, j'ai regardé, il y a Netflix qui a lancé The Comedy Line-Up, ouais, c'est ça. Et j'en ai vu 2-3. Et par exemple, ça parle beaucoup en ce moment, le stand-up US, là, et qui est diffusé sur Netflix, parle beaucoup de c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme, etc. Et il y a vraiment ce truc là en ce moment qui est un peu dans l'air du temps. Ouais. Et je me suis demandé effectivement, par exemple, sur la masculinité, ce que c'est, parce que, enfin là, tu vois, je suis en train d'écrire un truc là-dessus un petit peu, mais où je disais que j'avais l'impression, en fait, que en étant un homme en 2018, en fait, j'étais un requin, né requin, mais en fait, mes parents m'ont abandonné, j'ai été élevé par une famille de tortues toutes mignonnes, et du coup, moi, je suis le requin qui suit les tortues, parce que j'ai toujours été élevé avec les tortues, et dès que je vais draguer une petite tortue femelle, tu vois un requin arriver, elle s'en a marre, et moi, dans ma tête, je suis une tortue, tu vois. Non, et j'ai un peu l'impression qu'il y a de ça, et du coup, je crois que je suis un peu paumé dans ma relation à la masculinité, féminité, etc. Je sais pas si t'as eu des clés récemment. Non, moi, c'est en mode, genre, je me rappelle, une anecdote, genre j'étais en 5e ou en 6e, on faisait une sortie scolaire pour à Londres. Ouais. Et là-bas, il y avait une fille qui devait être plus grande que moi, d'au moins 5-6 ans. Genre 5-6 ans. Et j'étais amoureux. Vraiment, je faisais tous les trucs. Et moi, j'ai toujours été un peu... Enfin, ma mère, elle m'a emmené quand j'étais plus petit dans un centre de loisirs où elle s'occupait des enfants. Et j'ai toujours été entouré de... Genre, j'avais 2 jumelles qui me chouchoutaient tout le temps. Okay. En cours de récréation, je traînais avec les meufs. C'est une meuf qui m'a appris à faire des bulles de chewing-gum. Genre, tu vois, genre, j'ai mon rapport mec-meuf distant, j'ai jamais eu parce que j'ai toujours été entouré de meufs. Je pense que c'est via ma mère qui m'a... En gros, j'ai l'impression qu'elle m'a acheté dans la potion magique au Obélix. Et que, du coup, j'ai jamais eu de timidité envers les meufs. Mais par contre, je pense que ça m'a mis dans un truc par rapport... quand il faut draguer et trucs, ça m'a mis dans un truc... où genre je mettais trop les meufs sur un piédestal, genre... j'ai ça, je crois. Ouais, genre, c'est ça. Et en fait, et moi, le déclic, vraiment... parce que moi, genre, comme je disais à mes potes, je suis un phénix de genre, mon cœur, je l'ai tellement reconstruit que je sais le remonter par cœur. Vraiment, genre, j'ai moi ma recette pour les battes de cœur, genre, je connais par cœur, c'est-à-dire, genre, je me suis tellement pris des grosses pêches, et après, un jour, je me suis dit, faut que j'arrête avec ces délires de mec qui met trop de trucs. J'ai eu un déclic, et depuis ce déclic, ce coup de trop depuis ça avec les meufs, genre j'ai ce que j'appelle le black power, mais tout le monde peut avoir le black power. Tu peux avoir le black power, tout le monde peut avoir moi les trucs c'est par rapport à moi, mais depuis ça avec les meufs, du coup moi j'ai arrêté en fait je me dis en fait une meuf qui me prend pour une merde ou qui je m'en bats je m'en fous. Je vois ce que tu veux dire. Et donc j'ai plus cette pression, c'est-à-dire la dernière fois en boîte et tout, genre même les autres ils pètent des câbles parce que genre une meuf qui va me plaire et tout, qui me plaisait et tout, genre maintenant je suis posé, mais une meuf qui me plaît à l'ancienne, quand une meuf me plaisait, je vais la voir, je fais salut et je lui parle normal, mais t'es un fou toi, genre non, mais c'est juste qu'en fait une fois que la meuf elle fait caca en fait c'est très con, mais une fois que je sais pas, c'est très con, mais quand tu sais que la meuf elle fait caca comme toi, elle peut pas te prendre de haut, toi aussi tu fais caca, donc tu peux pas la prendre de haut, donc c'est un truc dans la tête. Mais moi en fait ce truc, je crois que j'ai à peu près le même truc que toi, mais en amont, et ça c'est ce qui rend le truc chiant, c'est que moi j'ai eu pas mal de destructions un petit peu aussi que j'ai reconstruit, et ça a créé pas mal d'histoires chaotiques dans ma vie, etc. Mais moi du coup maintenant j'ai ce truc dès que j'anticipe le fait que ça peut potentiellement mal se passer, il y a plus personne. Et vraiment je me mets en mode robot, c'est à dire que je suis plus capable de mettre des distances avec une meuf pendant 6 mois parce que j'ai ressenti un petit truc, et que du coup je me dis tu la vois plus pendant 6 mois, et comme ça tu vas oublier complètement quoi. Et c'est horrible, mais il y a vraiment ce truc de allez, terminé, hop, on n'en entend plus parler. Bon bref, c'est un mécanisme de défense quoi, mais c'est bizarre quoi. Moi je pense c'est et en plus surtout genre par rapport pour revenir à la meuf que j'avais rencontrée pendant le truc de quand on était à Londres, et j'étais dans ce délire, j'étais amoureux, j'étais gentil, c'est-à-dire quand j'avais le truc, et des fois je suis allé, genre le dernier jour je suis allé lui acheter un petit souvenir et tout, je suis allé emballer et tout, et je lui donne, et j'ai vu dans ses yeux qu'elle avait été vraiment touchée. C'est-à-dire si j'avais été un technique un peu plus vicieux, genre un truc, il y aurait eu moyen que ma première expérience c'était avec une meuf beaucoup plus âgée. Mais j'ai senti, et elle m'a dit un truc, elle me fait reste comme tu es, un jour t'auras toutes les meufs que tu veux. Elle m'a dit ça, et sur le coup tu vois je prends en me disant truc, et je comprends pas, et des années plus tard je me prends des bas, je fais quelle pute et tout, elle m'a menti et tout. Genre un truc, ça n'a rien à voir.
Et bizarrement, le fait d'être gentil, d'être pas forcément. Parce que, ouais, moi, je l'ai dit dans mon spectacle, j'ai fait l'amour par rapport à faire très tard, genre à 26 ans et tout. Ouais. Pas forcément parce que j'avais pas d'opportunité, mais dans un délire où, je sais pas, c'est un mélange de, ouais, j'ai envie d'un peu romantique, un peu pour plein de choses et tout. Et ouais, depuis avec la tournée du Whoop, et après, il y a la notoriété un peu qui amène des facilités ou des ouvertures plus faciles et tout. Mais il y a un truc que j'ai capté dans le. Genre, tu vois, les filles, elles aiment les bad boys et tout. Ça, c'est une connerie, ouais. C'est une connerie de fou. Genre, elles aiment le bad boy dans la provocation, peut-être dans le début de séduction, mais après, dans le derrière. Faut être posé, faut être grave. Un truc, sinon t'es juste un gros con mais c'est marrant ça parce que j'ai eu ce truc récemment de enfin moi j'ai pour la première fois beaucoup plus tôt et après en plus j'ai été en école de commerce où là c'est le genre de truc où c'est la kermesse et où tu peux faire un peu ce que tu veux quand tu veux alors que t'as 21 ans et c'est n'importe quoi. Et là j'ai eu ce truc là à peu près quand je me suis lancé dans le stand-up, je crois que c'est assez similaire les trucs où vraiment j'ai eu ce truc de allez Louis, maintenant tu coucheras qu'avec des meufs si tu ressens un peu un truc. Le problème c'est que comme ça fait 2 ans que j'ai rien ressenti, il y a des moments où je craque parce que je reste un être humain donc je craque. Mais il y a vraiment ce truc de pas de préservation mais de me dire allez on va attendre de ressentir un peu un truc, mais en fait il y a un double discours quoi, parce que parfois après je me retrouve en soirée où je deviens un animal quoi. C'est ça. Et du coup c'est entre les deux quoi, et du coup c'est assez bizarre à gérer quoi. Enfin bref. Moi c'est vraiment le délire genre après j'ai enchaîné. Franchement j'ai rattrapé tous les trucs que j'ai rattrapé avec plein de situations différentes de ouf et tout. Et après un moment sur le plein de situations différentes mais ça m'interpelle. Il y a eu des situations, des trucs que tu dis wow, d'accord, ok j'ai fait ce truc. Et il y a une de ces situations, la dernière, où j'avais l'impression d'avoir fait un truc sale. Genre tu fais c'est ça. je vais finir comme, je sais pas si tu vois la série Nip Tuck, Christian Troy et tout, et tu dis ah ouais non j'ai ok, c'est bon, genre j'ai fait plein de trucs. Maintenant je vais genre en plus c'était avec ma copine de maintenant et tout, genre que les trucs je fais tu sais quoi, je vais ralentir le truc, je vais me poser, enfin pas me poser, je vais attendre. C'est bon, j'ai fait le tour, j'ai plus besoin d'être en chien de courir. Faut que je rattrape quelque chose ou autre. Pas la vengeance des haha, genre vous m'avez tous frère, maintenant j'ai compris le truc. Genre, je sais ce que tu veux dire. Et du coup ça m'a calmé, je me suis posé et puis après j'ai laissé les choses se faire, mais vraiment on va dire pendant un moment, moi pareil le truc de blocage, c'est-à-dire une fille pour laquelle je commence en plus moi j'étais dans une école de graphisme qui faisait aussi modélisme et textile, c'est-à-dire j'avais les meufs dans Paris qui aiment la mode et trucs, et vraiment plein de filles à gogo et tout, et genre tu vas avoir une fille qui va me plaire, dès qu'au moment où ça commence à me plaire, je vais fuir. Bah ouais, j'avais ça. Je vais fuir et ça c'est un truc de gros con parce que c'est vraiment un truc, tu fais mais c'est tu te dis en fait, si j'avais juste su assumer et pas flipper, parce que c'est vraiment un truc de... moi, j'ai plein d'histoires dans ma vie et je l'ai noté dans mes carnets parfois. Parfois, j'ai arrêté des relations quasiment sans raison. Juste en mode l'après, ça me fait, c'est trop. Et qu'aujourd'hui, je regrette, non, c'est un grand mot, mais où je me demande parfois qu'est-ce qu'aurait été cette relation si j'avais pas mis ce stop bizarre et arbitraire à un moment donné. Non, mais c'est ça, c'est par exemple, ça va être. Par exemple, ça, pour moi, c'est carrément genre, je vais draguer une meuf qui me plaît et tout, qui me plaît. Dès le moment où elle va commencer à m'envoyer des signes que ça y est, c'est bon, ok, je pars. Genre mon cerveau fait ah yeah, et ça me faisait ça et genre c'est horrible. et je faisais ah ouais, j'ai fait, c'est vrai, je suis vraiment mystique, mais je pense que c'est des traumatismes qu'on s'est fait percuter et sans le savoir, ça nous a marqué, que ça définit le temps que le cerveau il reprend sa forme normale. Il y a des phases après genre moi je suis posé et tout, mais après faut parce que des fois tu te dis comment elle a fait, genre des fois je me dis mais comment elle a fait pour me capturer parce que vraiment dans ma tête je partais dans une optique en mode genre pas forcément en mode la débauche et tout, mais franchement le côté me poser en mode j'ai une meuf et tout, c'était pas du tout dans mon objectif, dans ma liste, et des fois t'as des meufs, c'est des... Enfin, moi, je kiffe la série Malcolm. Et à un moment, il y a un épisode où Reese, il tombe amoureux d'une fille et il fait n'importe quoi, genre pour l'attirer, il va lui lancer du lait, ou lui éclater, je sais plus ce qu'il fait. Et Al, le père, il prend Malcolm et Reese et il lui fait écoutez les garçons, ça c'est moi avec les filles. Il prend la poupée Ken et Barbie. Salut, je t'aime, laisse-moi tranquille, tu es moche, tu es dégueulasse. Et ça, et tu vois, il y a Reese et Malcolm, ils regardent les yeux grands ouverts, fait c'est ma vie.
c'est ma vie. Et après, et des fois, tu trouves une fille, tu sais pas pourquoi, là, le remède. Et je pense que des fois, c'est juste la fille qui va faire genre ce truc-là, elle va se gommer le défaut. Et si vous avez le remède, les auditeurs, je suis là. Pas. N'hésitez pas à le contacter. Il y a d'autres trucs qui t'étaient à cœur en voyant ton Facebook. Il y a aussi l'écologie, et ça m'a fait marrer récemment parce que je sais pas si t'as vu le Facebook Live entre Édouard Philippe et Nicolas Hulot. Ils sont on dirait un épisode des Déchiens, mec. C'est très très drôle parce qu'il y a Édouard Philippe d'un côté, donc Premier ministre de la France, et Hulot, le ministre de l'écologie. Et en fait, ils font une espèce de talk tous les deux où ils sont à côté, mais c'est assez gênant en plus. Et où en fait, à la fin, c'est vraiment un truc assez chelou où il parle d'effondrement du monde. Ouais. Donc déjà, il lâche le mot. Le Premier ministre de la France qui dit ça va peut-être tout s'effondrer. Tu vois, déjà, je trouve pas ça très rassurant. Et en fait, à la fin, ça devient un dialogue de sourds. Attends, mais j'ai limite noté, c'est en mode. Ils disent voilà, donc comment on fait pour que notre société humaine ne s'effondre pas. C'est la dernière question que Édouard Philippe pose. Et là, il y a Nicolas Hulot qui dit toutes les fins de civilisation, c'est le manque de conscience de la limite des ressources qu'on a. Et il dit une phrase que j'aime beaucoup, c'est la rareté ça se pilote, la pénurie ça se subit. Donc je pense que ça résume très bien. Et en fait à la fin, il y a vraiment Philippot qui se rend compte qu'il est un peu badant à mon avis. Et il dit il y a quand même des exemples de civilisation où on s'en est rendu compte assez tôt et ça a marché et donc le monde s'en est sorti quand même. Et là il y a Hulot qui fait oui, mais il y a quand même un point de non-retour. Hein. Et l'autre fait oui, mais ça devrait le faire. Et l'autre fait c'est quand même la merde. Et l'autre il fait non, mais au les cœurs. Et l'autre fait ouais, enfin bon. Et en fait, il y a une espèce de discours en mode c'est badant. Toi, qui lis beaucoup de trucs ou qui regarde des vidéos là-dessus et tout, tu te places où écologiquement? Par exemple, le choix d'être végétarien, c'est un choix écologique ou ouais, c'est le végétarien. Enfin, moi, j'ai juste décidé de faire un sacrifice parce que je pense vraiment que. C'est pas un mec qui va tout porter. Ouais. Je pense qu'il faut que chacun de nous ait une sorte de petite conscience pour dire je suis prêt à sacrifier ce petit truc pour le bien commun. Et moi, genre, c'était un assemblage de plein de choses qui sont arrivées. Enfin, il y a une vidéo, entre autres. J'avais déjà vu des vidéos, mais au point où je bade, où je fais j'avoue, c'est pas bien, mais pas au point de vouloir arrêter. Et j'ai vu une vidéo, c'était des porcs qu'on mettait dans un ascenseur, un sorte de four à gaz, où l'ascenseur marchait mal, était défectueux. Donc en fait l'ascenseur il s'arrêtait entre où il y a tout le gaz où tu meurs direct et en fait il y avait juste suffisamment de gaz pour brûler les poumons, donc les porcs ils agonisaient et je vois ce truc là, je fais mais on est des monstres et tout, c'est. Et après je fais mais là ça me fait au-delà truc plus je vois ça enchaîne avec sur des poules et tout, je fais c'est ça mais non tes mains comment ils sont le truc de la vache je vois c'est L214 ou L104, je sais pas si tu vois le groupe je me rappelle jamais le nom exact, mais je vois ce truc, plus j'étais dans un truc où au Panama Café où on mange tout le temps des entrecôtes et là-bas carrément on m'appelait Monsieur Merguez. Genre pour te dire je mangeais vraiment ça tout le temps et j'ai fait tellement une overdose que quand je mangeais mon entrecôte et je chantais les nerfs ou les trucs comme ça, mon cerveau il faisait c'était un trop, plus la vidéo, plus j'entendais des potes qui me faisaient ouais ça fait 2 mois que j'ai arrêté la viande et je me sens mieux, j'ai réduit ma consommation et je me sens mieux et j'avais un besoin aussi en mode santé, donc tout ça condensé, j'ai fait vas-y tu sais quoi. J'avais déjà essayé d'arrêter, mais j'avais fait un truc manque de carence, je savais pas comment me nourrir. Donc je tremblais, manque de fer, manque de trucs. La deuxième, j'ai craqué parce que j'avais pas vraiment d'objectif. Je me suis dit, arrêter pour arrêter, mais quand t'as pas d'objectif, c'est très dur. Et là, j'avais vraiment envie d'arrêter parce que quand je mangeais vraiment mes nuggets, je voyais le truc des poulets, je fais. La vidéo, elle m'a flashé mon cerveau. Et du coup, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi ? Je sacrifie ce truc, j'essaie en mode vraiment, et du coup j'ai Rémi qui commence ça fait 6 ans 8 qu'il a arrêté. Rémi Boy ouais. Il a arrêté il y a très longtemps je me rappelle plus, mais il me commence à me dire ouais tu dois cuisiner ça, donc j'écoute, j'ai une autre pote qui commence à me dire ouais tu peux manger ça truc nanana, et je me rappelle parce que moi le premier truc plat c'est un quinoa de gratin de courgettes au quinoa, et je me rappelle j'avais marqué qu'est-ce que c'est que cette merde. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Vous êtes des fous. Et j'ai repris ce truc là 1 an après, parce que ça fait 1 an que j'ai arrêté de manger de la viande blanche et viande rouge, et j'avais sauté, je fais ça fait 1 an et en vrai ça va. Et en vrai c'est parce que t'as tellement d'autres moyens de substituer. Poisson, tu continues? Poisson et trucs, je continue. Je sais pas si un jour j'arrêterai complètement la viande, mais je me dis si on est tous pas forcément déjà si on arrêtait tous de consommer autant de viande, on n'aurait plus besoin d'autant d'hectares de trucs et tout s'arrêter. Et je fais en fait il faudrait juste qu'on fasse tous un petit sacrifice, genre vas-y je continue mais j'arrête le pot de Nutella, tu vois, genre si on essaye
pas forcément de tout arrêter parce que c'est draconien de tout arrêter d'un coup. Tu deviens fou si t'as pas un truc. Mais tous de faire un petit sacrifice. Mais tu dis qu'on devient fou si on n'a pas un truc. C'est quoi ton vice à toi? Parce que j'en vois pas beaucoup. Moi, genre, moi, c'était le sucre. En vrai, c'était, donc tu l'as arrêté? Ouais, j'ai réduit parce que en fait c'est tout con, mais nous les humains, enfin, j'ai l'impression que les hommes, on est vraiment en mode. J'aime bien les phrases qui commencent par nous les humains. Ouais, genre en mode, j'ai l'impression il faut qu'on voit le truc pour qu'on prenne conscience, c'est-à-dire je consommais autant de sucre que ma cousine. Et sauf qu'un jour ma cousine elle nous rend visite, elle sort une petite boîte et elle se pique le doigt parce qu'elle est devenue diabétique. Et je te jure, j'ai fait ça, je fais. C'est Michel Wolf qui a une blague incroyable qui dit il y a le type 1 diabète et le type 2 diabète. Et le type 1 diabète, en fait, on devrait pas appeler ça type 1, type 2. On devrait appeler ça c'est pas de ta faute diabète et c'est surtout de ta faute diabète en fait. Et je crois qu'il y a vraiment de ça. C'est assez drôle. C'est vraiment ça. Et genre, le fait de voir le truc en vrai, ça m'a choqué. Quand les gens ils vont commencer à voir qu'il y a plus d'eau, qu'il y a eau potable, que la température et un truc, que les gens vont commencer à se déplacer par des milliers de personnes parce que t'auras beau dire la France c'est à nous. Ils seront là, Ils seront là parce que la vérité c'est que quand t'as pas le choix, tu vas te déplacer et que t'en as rien à foutre de ces. On n'a plus rien, les gens ils vont se dire oh merde, on a déconné. Je sais plus à qui j'en parlais, avec un pote historien qui a eu son doctorat en histoire récemment, et je lui parlais d'un truc et moi je trouve ça étonnant vu la merde que c'est partout. De pas voir, par exemple, je trouve ça étonnant de me balader avec un iPhone à 600 balles dans la main et de pas me le faire voler tous les 2 jours. Je trouve ça étonnant que les supermarchés soient grands ouverts et qu'on voit pas des gens rentrer dans le supermarché, se servir et partir. Les gens sont disciplinés quand même, tu vois, par rapport à la merde dans laquelle c'est. Il y a des gens dans la merde et ils font rien. Et il m'a dit, en fait, ça vient aussi d'un truc, ça c'était pas historique, c'est vraiment sociologique, mais il dit, en fait, ces gens-là, ils ont une tellement basse opinion d'eux-mêmes à force d'être dans la merde qu'ils osent même plus faire des trucs mal. Je pense c'est. Mais c'est ouf que ça tienne, quoi, parce que vraiment, comme tu l'expliques, vu comme c'est la merde, les gens à un moment donné, pourquoi ils viennent pas en mode, la frontière, c'est juste une ligne dans le truc, donc t'as juste à courir, quoi. En vrai, c'est ça, tu peux pas arrêter. Mais après, c'est un mélange de. Après, c'est de. On est formaté depuis. Formaté de ouf. On est formaté depuis qu'on est tout petit à dire. C'est un truc tout con, mais par exemple, en plus, c'est l'exemple que je trouve le plus marquant pour moi. C'est, je me rappelle, on me disait, ouais, tu dois pas de chewing-gum, pas de casquette, pas d'écouteurs. J'ai mon diplôme, le truc où je suis engagé dans une boîte de graphisme, 360 créative, casquette, écouteurs. Et chewing-gum. Et si tu l'as pas, t'es pas dans le coup. Ouais, c'est ça. Donc je me suis dit, putain, on m'a appris à dire, à se lever, le boss. Frère, le boss, je le check. Je le check, il est en mode truc comme ça. Ça n'a rien à voir. Les bienfaits des startups. Ça n'a rien à voir avec comment t'es discipliné. Et la réalité, je pense que c'est là, je veux dire, on est trop. En fait, c'est le truc qui me rend ouf en ce moment. Parce que je regardais le pouvoir, de la vitamine C sur le corps, où il y a des gens des docteurs qui la dépression, où on en parle, personne n'en parle de ça parce que les lobbies et tout, etc. Mais en gros, il se servait de la vitamine C pour guérir les gens de dépression. Et genre des doses. Genre, il parlait du pouvoir de la vitamine C que tu trouves, t'as pas besoin de médoc et tout. Et genre, ils ont fait ça, c'était une mère de famille qui s'asseyait dans les escaliers, elle parlait plus à personne. Ils étaient dans une maison, les médocs, les thérapies, ça marchait pas. Et un jour, ils entendent parler, ils sont désespérés, il l'emmène à ce truc, il lui donne ce traitement de vitamine C, et elle a commencé à revenir à table avec les gens, à reparler. Et du coup, comme ça va bien et tout, mais t'as toujours peur, du coup, tu retournes voir ton médecin généraliste qui dit, mais c'est de la merde, faut arrêter ce truc-là, c'est des conneries. Elle arrête, ça repart dans le bad, dans les escaliers et tout, à se rasseoir dans les escaliers. Et il y a tellement de trucs, je me dis, genre quand tu vois les pesticides, genre j'ai une appli pour te dire les trucs, les additifs mauvais et tout, je fais putain, c'est de la merde, je mange que de la merde. Et tu te dis, mais c'est fou, genre on mange du cancer et on est là à dire c'est bon. On en parlait encore une fois avec mon pote, il y a un truc pour moi qui légitimise le mode de vie occidental. C'est l'espérance de vie, c'est le fait qu'on vive plus vieux que les autres. Et du coup, on a beau être religieux ou pas, je pense qu'on est tous très contents de vivre plus longtemps en espérance de vie en tout cas. Et en fait, il y a un an, l'espérance de vie des hommes blancs occidentaux a baissé d'1 an pour la première fois depuis des centaines d'années. Et en fait, c'est le début de la sonnette d'alarme en mode ah oui, ok, en fait, il n'y a plus rien qui légitimise le fait d'être un connard, quoi. Parce qu'avant, le fait de vivre plus vieux, je pense que c'est un désir humain inconscient qui fait qu'on peut faire de la merde. Mais à partir du moment où tu sais que ce modèle-là ne fait pas vivre plus vieux, moi, j'allais faire du stretching avec les Japonais à 75 ans, quoi, parce que c'est eux qui ont l'air d'avoir le plus le secret du truc, quoi. Non, mais tu vois, la médecine naturelle et trucs comme ça,
Parce que ouais, quand dans le documentaire qu'on disait, genre, par exemple, tous les petits trucs de médicaments, tu vois, les trucs plastiques qui enrobent le truc, c'est un truc qui te bousille les reins, mais dégueulasse. Okay. C'est dégueulasse. Et je me rappelle le nombre de fois, c'est un truc tout con, mais ces temps-ci, genre, j'ai décidé de ralentir totalement le Doliprane, parce qu'il disait que j'en prends plus. Notre corps, il est fait pour guérir des maux de tête. C'est-à-dire que c'est juste qu'on est trop pressé, mais techniquement, genre... on est fait pour guérir. On est fait pour processus et tous les médocs qu'on prend, ça dérègle, ça donne des trucs. Non, mais c'est exactement ça. Et ça fait très longtemps que j'ai pas eu de grosses migraines de ouf. Et quand j'en ai, je me force à pas en prendre et ça passe. Ouais, moi j'ai plus de médoc. Alors je veux pas qu'on ait un discours anti-médicament non, parce que vaccinez-vous, faites les choses. Enfin, faut pas non plus être évidemment hein, que la médecine occidentale fait des choses bien, mais c'est sûr que moi par exemple, j'ai plus de Doliprane chez moi depuis longtemps. Et là j'étais à un mariage de ma cousine il y a 3 semaines, j'avais beaucoup bu et le lendemain je me suis réveillé avec un bar au front énorme. On m'a sorti de Doliprane, je fais non mais je vais boire de l'eau et puis ça m'apprendra à être con quoi. Ouais, ça va passer. Je pense que c'était dans une urgence de faut que tout de suite et tout, mais quand je vois ma consommation de Doliprane aujourd'hui et il y a le moindre truc, je prends un Doliprane. c'est ça. Genre c'est abusé là, on dirait des bonbons. là non, c'est pas possible. Et ouais, je pense qu'il faut ralentir sur ce truc là parce que ouais, quand tu vois il y a des cas de cancer qui se relèvent dans ta famille, tu fais putain, ça existe. En fait, c'est pas enfin ça devient concret, tu fais ça te fait réfléchir quoi. Ça existe. Ça te fait réfléchir en fait, dès que c'est éloigné de toi, tu t'en rends pas compte, mais quand je disais tout à l'heure les humains, enfin mais c'est vrai que y a un délire de si ça t'arrive pas sous les yeux, tu veux pas y croire. Tu dis ça peut pas me toucher, c'est trop loin, c'est pas moi, c'est pas mon histoire. Alors que c'est des vrais trucs. Ouais. C'est des vrais trucs et c'est des vrais trucs qui m'amènent du coup à une dernière petite série de questions. En fait, je fais ça de temps en temps, ça inspire un peu par Larry King qui est un intervieweur que j'aime beaucoup et qui pose des questions très ponctuelles et puis tu réponds soit rapidement soit en quelques phrases, mais voilà, c'est juste histoire de voir ce qu'il en sort rapidement et ça permettra de terminer cet épisode. Par exemple, quelle est la personne que tu rêves de rencontrer ? Alexandre Astier. Alexandre Astier ? Ouais. Ok, attends, c'est accessible. Ouais, c'est accessible, mais après lui, il est pas très soirée, jet set, truc, donc je l'avais déjà croisé vite fait à l'enregistrement du Jamel Comedy Club, et j'étais obligé parce que je m'étais Kaamelott, je pouvais pas blairer, j'aimais pas, et un jour je suis tombé sur juste une réplique où il y a les deux chevaliers cons là qui partent en courant et il y a le moine qui les course après, il fait je vous ai déjà dit de pas pisser sur mon église. Et ça m'a buté et tout, et je m'étais déboîté le genou et j'en ai pas pris soin, et du coup au lieu de guérir en 1 mois, ça a pris 5 mois. Du coup, il y a 1 mois, vraiment, j'étais dans mon lit, je devais pas bouger de la glace, et du coup, j'ai regardé Kaamelott. Et j'ai trouvé ça, c'est un chef-d'œuvre. Et après, j'ai pris le temps de m'intéresser à ces spectacles. Je fais, mais putain, il fait l'exoconférence. C'est merveilleux. Et du coup, quand tu vois comment il travaille, qu'il va faire des recherches, comment il aborde, je le trouve trop fort. Et j'avais juste croisé avant l'émission, mais j'étais tellement dans un stress, c'était ma première télé, que je lui ai juste dit. Merci, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et pareil là, il a été super en mode pas en mode ouais truc, il a fait merci beaucoup, tu vois, il a pris le merci, mais j'aimerais vraiment si je pouvais discuter avec un mec, ce serait Alexandre Astier. Il y aurait eu Jim Carrey, je pensais. Non, parce que après c'est parce que aussi je suis pas très fort en anglais, mais en vrai si j'avais un appareil ou demain je suis en train d'apprendre progresser en anglais, mais ouais, moi tu me mets Will Smith, Jim Carrey, Denzel, Alexandre Astier et Alain Chabat. Ça, c'est ton dîner à 5 ? Ça, c'est mon dîner à 5, je suis refait. Je pleure pas. Ouais, il est bien. Et des papillons dans les yeux, des étoiles. Très bien, ce dîner. Ouais, non, magnifique. Ouais, il est très bien. Ouais, c'est un beau dîner. Ok, beau dîner. La vidéo qui t'a le plus inspiré cette année ? Qui m'a le plus inspiré cette année ? Moi, c'est Letterman et Jay-Z qui parlent ensemble sur Netflix. Si tu l'as pas vu d'ailleurs, je te conseille vraiment ça. C'est Letterman qui fait une heure de cette discussion. Et il en a fait une avec Jay-Z qui, pour moi, est le truc le plus inspirant de 2018. Mais du coup, voilà. Ok. Moi, quelle vidéo qui m'a marqué ? Là, comme ça tout de suite, attends. Si t'as pas, t'as pas. Hein. Non, j'ai pas. Ok, bah écoute, pas de vidéo spécifique. S'il te restait 6 mois à vivre, tu ferais quoi ? 6 mois. 6 mois. Là, je me suis toujours dit, si que je vivais très très longtemps, très très vieux, j'irais dans un musée pour mettre un truc de con. Juste pour mettre mon empreinte
peinture jaune sur un tableau de Klein. Ok. Et vers Chez. Et ça, ça, c'est un des trucs. Genre, j'ai fait une expo quand j'étais quand j'étais, je sais plus, c'était non, c'était pendant mes études et j'en avais fait, c'était que des tableaux bleus. Je fais, il se fout de la gueule de qui, lui? Des appâts bleus. Et je fais, un jour, je ferai une trace. Ok, bah, c'est super. Ok. Macron, il te dit c'est la guerre. Est-ce que tu vas te battre pour la France? C'est la guerre. Ça, c'est un truc. C'est pour ça que là, j'ai vu qu'ils allaient parler du truc, le truc universel, genre service militaire obligatoire pendant je sais plus combien de période. Moi, c'est le. En fait, ouais, genre quand il y a des policiers, il y a des crises et tout, c'est rassurant. Mais en fait, ça me ferait super flipper de devenir le soldat et d'obéir à des gens dont je n'ai pas confiance. Ouais, bah, Qui me demanderaient de faire des trucs, je sais pas. Pourquoi tu me demandes c'est quoi? C'est vraiment pour défendre ce peuple ou c'est pour autre chose? Je ne sais pas. Ouais. Et c'est dans Et un truc. Pourquoi défendre ce peuple par rapport à un autre? Un truc, ouais. Et du coup, c'est la guerre. Aller tuer. Je sais pas si je pourrais tuer. Franchement, je sais pas si je pourrais tuer un être humain si c'est pas en cas de légitime défense. Ouais, c'est ça. C'est un truc, je me verrais pas du tout me dire prendre une arme, partir au front, faire ça dans les. C'est pour ça que je suis comédien. C'est oui dans un film, dans les jeux vidéo c'est fantastique. C'est ouais genre je mais on reconnaît la philosophie des carpes là. Hein, mais dans la vraie vie, aller prendre les armes pour aller non, je sais non. Ah, moi c'est marrant parce que je me suis posé la question en écrivant cette question et il y avait ce truc avant de penser au fait que je pourrais pas tuer quelqu'un. Ma première réflexion ça a été de me dire. Bah attends, mais il y a des Français partout dans le monde qui sont baristas au Brésil et tout. Est-ce que vous allez les chercher eux aussi, tu vois? C'est pour ça, ouais, à quel moment est-ce que t'es à quel moment c'est ça. Quand t'es né dans un pays et que tu vas vivre ailleurs, tu peux plus être que français. Mais non, mais c'est ça. Moi, je viens juste un truc du monde et point. Bon, alors on se barre. Si tu pouvais parler à un animal, tu choisirais quel animal? Quand j'étais petit, mon animal totem, c'était vraiment le guépard. Ok. Genre, je faisais des jeux, mais vraiment, où les traversins, c'était une gazelle. Ok. Genre, Arte, c'était la chaîne que j'ai le plus regardé quand j'étais petit. C'était le documentaire animalier, c'était le truc que j'ai le plus regardé. Au début, c'était vraiment le guépard, j'étais fasciné. Guépard. Ça s'est allergé sur les lions, et après, j'ai commencé à m'intéresser aux plantes. Enfin, j'ai commencé à regarder un peu tout. Mais au départ, le guépard, genre... je pense, ouais, un félin, n'importe lequel, mais j'avoue, si je peux parler un lion, un truc, et que c'est mon animal, genre mon gars sûr, franchement, je suis refait. Mais ouais, je pense okay. un félin, ouais. Ok. Le truc que tu aimerais changer dans le monde aujourd'hui, là, bam, tu peux changer maintenant. Oh, je ferais une dinguerie. J'enlèverais toutes les armes d'un coup. Ouais. D'un coup. Tu fais quoi? Ouais, c'est ouf. Vas-y, va te taper à la mort. T'as écouté l'épisode avec Ghislain Ghislain Blic? Non, j'ai pas vu. Je prends pas de guerre et il disait il a imaginé récemment une guerre mondiale à main nue où il y a plus d'armes sur le monde et c'est juste les Allemands qui passent la frontière, un mec qui met des nions dans la gueule des Français et qui dit la fin de la guerre, ça serait pas plein de morts, ça serait des gens qui disent allez, il y en a marre et qui partiraient. Ouais. Mais ok, annuler toutes les armes, ok, super. Encore quelques questions. Avec quelle personne t'aimerais échanger ta vie pendant 24 heures? Ah, j'ai déjà pensé à... Karim Benzema. Non, j'ai pensé il y a pas longtemps à Trump. Ah ouais. Genre juste pour être dans... En fait, je me suis dit, un pouvoir, je me suis dit, tu préférais quoi entre voler et télépathe? Ouais. Et je me suis dit, putain, voler c'est tout, mais télépathe, tu pourrais accès à tous les secrets. Ouais. Et je me suis dit, j'aimerais bien être dans sa tête et qu'on me parle de voir qu'est-ce qui se passe. C'est que je me demande si Trump, c'est un truc que je me suis posé récemment, est-ce que Trump, ils lui ont tout dit? Parce que normalement, quand t'es président, on te dit tout. Oui, normalement. Est-ce que les généraux, ils lui ont tout dit ou pas? Est-ce qu'ils sont arrivés en mode, bon, vous savez tout. On vous a tout dit, on a fait tous les points, hein, monsieur le président. Non. C'est ça, j'avoue, c'est vrai. Je pense qu'ils lui ont pas tout dit, je pense qu'ils lui ont pas tout dit. Je pense, ouais, c'est même lui, ouais. Il doit y avoir des petites douilles on a dû lui mettre des petites douilles parce que c'est hoche. 3-4 questions. Quel est ton talent secret? Mon talent secret Je fais très bien du diabolo. Ok, ouais, c'est juste super talent. C'est un petit talent qui m'a permis de me faire des potes quand j'étais dans la rue en vacances. Ok. Le plus gros mensonge que tu t'es déjà fait à toi-même? Plus gros mensonge à moi-même. Attends, qu'est-ce que je me suis déjà dit?
qu'un jour je réussirais en tant qu'humoriste. Non, la violence, la violence du mec. Non, genre, attends, un mensonge à moi-même. Franchement, La première fois. Ouais. Je sais pas. Après, je me mens pas beaucoup. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Je me mens. C'est pour ça que je bug. En vrai, c'est pour ça que je bug. C'est parce que par exemple, la première fois que t'as arrêté de la viande, c'était pas une sorte de petit mensonge parce que c'était pas pour les bonnes raisons. Non, entre guillemets. genre, non, j'ai vraiment voulu arrêter par rapport à un truc, mais je me suis pas dit je sais que je vais reprendre. J'entends beaucoup de mes potes, je vais arrêter la cigarette. Ils savent qu'ils se montent. Au moment où ils disent ça, ils savent que ils vont pas arrêter. Moi, j'ai vraiment essayé. C'est juste que quand j'ai vu que ma main mes doigts tremblaient tout ça, j'ai paniqué. J'ai fait oula, il faut que je reprenne vite, sinon je vais mourir. Mais sinon. D'où vient cette honnêteté que t'as à fond avec toi-même? En vrai de vrai, sans blaguer, je pense que c'est un mélange de mon éducation. Je pense que ça vient de mes parents parce que ma mère c'est en mode warrior et mon père en mode très mon père enfin je pense que ça vient de l'éducation de mes parents et surtout genre 50-50 des mangas. Ok. Vraiment, je pense vraiment que j'ai été éduqué par Sangoku, Naruto, One Piece. Ok. C'est vraiment des trucs où la droiture, le fait de croire, d'être tenace, de croire en ses rêves, tout ça, je pense que les animés, mangas, tout ça, parce que moi, ça m'a vraiment marqué. Sangoku, ta passion des comics. Ouais, non, moi, c'est vraiment... Comment tu convaincrais quelqu'un de se mettre dans les comics? Parce que moi, je connais tout Dragon Ball Z. Ouais. Je me suis arrêté à GT. Mais je connais tout Dragon Ball et Dragon Ball Z en gros. J'ai vraiment été fan de ça à fond quand j'étais petit et je regarde avec plaisir les films, etc. Je me suis lancé dans Death Note, j'ai aimé, mais bon, voilà, je me suis arrêté au moment où ça rentre dans la grande entreprise, quoi. Ça me plus. Et en fait, ouais, je comprends le délire, je comprends ça, mais j'arrive pas à être. Enfin, tu vois. Moi, je pense que c'est comme. Moi, je pense que c'est comme. Enfin, toi, tu surkiffes le foot. Moi, genre, au début, le foot, c'était en mode non. Vraiment, je comprends pas, je vois pas le truc. Et je pense que ça... T'as mis un pied dedans. Ouais, genre, où j'ai eu le déclic, et vraiment, c'est le premier match que j'ai vu en live, au Parc des Princes. Et j'ai fait, ah, c'est ça. Ah, mais vraiment, genre, tu vois, en mode, quand je vais en mode dans les stades, je fais, mais calmez-vous. Je fais, c'est pas vous qui jouez, Et quand je suis allé et j'ai vu le truc, l'ambiance, l'euphorie, j'ai fait, ah, d'accord, ben oui, que c'est cool, genre un truc. Et depuis ça, je regarde plus le foot pareil. Déjà, je vois plus les efforts pareils. Genre, je vois vraiment tu vois les cuisses des mecs courir en live, tu dis ça se voit, ça brûle. Tu vois qu'ils font des efforts, tu vois que les mecs contrôler le ballon avec ses pieds, tu vois que c'est dur. Les émotions France-Argentine, là par exemple, c'est une émotion. C'est magnifique. Enfin, là, on enregistre avant, enfin, on saura ou pas si on a perdu contre l'Uruguay parce que ça sort samedi et c'est vendredi France-Uruguay. Ouais. Mais l'émotion qu'on a ressentie pour France-Argentine, c'était merveilleux. Ouais, voilà, c'est des émotions qu'on a que dans le foot, ça. Ouais, c'est que dans le foot. Et du coup, moi, je pense que pour un mec qui voudrait se lancer, en plus, il y a la Japan Expo. Je sais pas si quand ça passera, si c'est déjà passé ou en cours, mais par exemple. À la Japan Expo, je pense que tu comprends tout le délire. Ok. Et moi, je sais que quand je vais à la Japan Expo, c'est trop marrant parce que je fais des comme moi. Ok. C'est que des mecs, tu vois, des grands Renois, des petits trucs. On est tous des trucs comme ça. Et il y a un délire. Je pense que tu vas à la Japan Expo et t'es un peu curieux du. Tu vas à la Japan Expo en étant curieux et je pense que tu vas trouver. Il y a moyen que tu te dises que l'univers en tout cas te dise c'est ça et que tu dises peut-être ce truc là ça me parlerait parce que par exemple ma copine et tout elle est pas du tout dans ce délire là mais elle a découvert des mangas qui lui ont parlé du coup elle me fait truc je le prends cette série mais je pense dans les mangas il y a tous je sais pas c'est comme un joueur de foot qui te parlerait plus ou une équipe qui te parlerait plus je pense qu'il y a un manga qui pourrait te parler plus je me lancerai. Je vais me lancer et dernière question pour terminer ce podcast est-ce que tu pourrais nous dire un truc qu'on ne sait pas sur Hakim Djemili? Hakim Djemili c'est merveilleux. Putain, tu viens d'ouvrir le caverne d'Ali Baba, il y a tellement de trésors. Quel trésor je pourrais vous parler sur Hakim Djemili? Un truc qu'on sait pas mais que tu as le droit de dire. Attends, c'est magnifique. Attends, une anecdote. Attends, non, celle-là elle est trop dossier. Il va y avoir un combat après. Qu'est-ce qu'on faut que tu trouves le juste milieu. Ouais. Mais attends. T'es quand même son colocataire de chambre. Oui, mais j'ai fait un calcul qui fait flipper. Je crois que j'ai autant dormi avec ma meuf qu'avec Hakim Djemili. C'est chaud. C'est chaud. De ouf. C'est-à-dire vraiment, c'est... Genre... non, genre, le truc que les gens savent pas, mais...
genre avec Hakim, genre c'est dans les moments danger tendu, Hakim avec moi c'est comme une petite go. C'est-à-dire quand il y a du danger, des trucs, il sait que je suis hal, comme ça. Il sait que je suis hal. Et il va prendre une petite voix aiguë, Jérémy. Non, vraiment truc. Mais après c'est mon gars sûr aussi, genre quand j'ai des problèmes. Mais quand il y a du danger, La voix aiguë. C'est vraiment une petite pute. Allez, fin d'un café le sait. Je crois qu'après avoir vu